Mais quels sont les scénarios de Donald Trump et est-ce que toutes les procédures ont la moindre chance de réussir? Alors, le camp Trump a mis quelques jours à s'organiser. C'était très brouillon au début avec une conférence de presse de son soutien numéro 1, Rudy Giuliani, qui manquait de cohérence. Mais dès lors que Mitch McConnell, le patron des Républicains au Sénat, a repris la main, il a clairement démontré que rien n'était encore joué. Premier scénario, les procès intentés en Pennsylvanie contre la ville de Philadelphie ou le comté d'Allegheny. Deux régions qui ont voté massivement pour Joe Biden. Si ces procès prennent, il y a peu de chances qu'ils aboutissent en faveur de Donald Trump. Aucune preuve tangible de fraude ou d'irrégularité, juste des cas anecdotiques comme un bulletin par courrier qui arrivait à temps, mais la personne qui avait voté est morte avant le jour de l'élection, mais donc rien de transformatif. Toujours en Pennsylvanie, un scénario plus probable, l'interdiction de comptabiliser les bulletins arrivés après le jour du scrutin, même si les juges locaux avaient accordé une extension de 3 jours pour qu'ils soient reçus et enregistrés. Dans ce cas particulier, 3 juges conservateurs de la Cour suprême, Clarence Thomas, Neil Gorsuch et Samuel Alito, que vous voyez à l'écran, ont déjà suggéré que cette décision était probablement anticonstitutionnelle. Sauf qu'il s'agit seulement de quelques centaines de bulletins et qu'ils ne sont de toute façon pas encore comptabilisés dans le résultat actuel de Pennsylvanie, qui, je vous le rappelle, donne une avance déjà de plus de 40 000 voix à Joe Biden. Pour l'instant, aucun scénario ne donne une ouverture heureuse pour le président Trump, parce que même s'il arrive à récupérer la Pennsylvanie, ce qui me semble improbable, même avec le soutien de la Cour suprême, qui est clairement devenu un appareil politique, il faudrait qu'il réussisse à renverser le résultat dans au moins un autre État que vous voyez à l'écran, en Géorgie, qui va entamer le recompte, ou en Arizona, où Trump bénéficie d'une marge de retard qui se réduit chaque jour. Sauf que les politiques sur place sont républicains. Et ils sont donc dans le même camp que Donald Trump. Ces élus locaux ne donnent pourtant aucun signe de céder à la pression de la Maison-Blanche. Ils insistent au contraire pour dire que leur État a un système de comptage sans faille, sans fraude, sans irrégularité. Alors quels sont justement les soutiens dont peut réellement bénéficier et sur lesquels peut compter aujourd'hui Donald Trump dans sa volonté de s'accrocher au pouvoir? Au Sénat, Trump a le soutien des classiques en dehors de Mitch McConnell, le patron des Républicains. Il a Marco Rubio, Lindsey Graham et Ted Cruz, les sénateurs les plus vocaux en sa faveur. Ils font la tournée des plateaux télé ici et ne cessent d'encourager le président à ne pas concéder. Après, vous avez les silencieux, ceux qui restent discrets, ils suivent les lignes de parti. Enfin, vous avez 4 plus téméraires, 4 sénateurs républicains qui ont reconnu la défaite de Donald Trump, dont Mitt Romney, une critique fréquente du président américain. 4 sénateurs républicains qui donnent l'avantage à Joe Biden. C'est beaucoup 4 parce que ça pourrait se jouer aussi à la Chambre et au Sénat le 6 janvier prochain en cas de chaos autour du vote des grands électeurs. Dans l'entourage du président, c'est plutôt silencieux. En dehors de ces tweets qui ne montrent absolument aucun signe de concession, ses conseillers sont aux abonnés absents. Kellyanne Conway n'a pas tweeté depuis l'annonce de la victoire statistique par les médias. Et il est intéressant aussi de noter que la machine Fox News, qui était en faveur du président pendant les 4 ans de son mandat, semble lâcher Donald Trump. Mais ça, on va en reparler avec Lydie dans quelques instants. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, dans sa division news, mais c'est important en tout cas de savoir le soutien. Le plus important, celui qui pourrait être décisif, Stéphane, c'est le plus controversé parce que c'est sans précédent, c'est William Barr, l'attorney général, le ministre de la Justice, qui a adressé aux procureurs fédéraux du pays une note les autorisant à ouvrir des enquêtes sur d'éventuelles irrégularités. C'est sans précédent parce que les résultats n'ont pas encore été certifiés par les États. Il précise que ces enquêtes peuvent être menées s'il existe des allégations claires et crédibles, ce qui n'a pas encore été démontré. Mais Barr, qui est l'un des plus fidèles parmi les fidèles de Donald Trump, ouvre la porte à un très grand nombre de litiges possibles entre les différentes campagnes. Avec le Sénat, la Cour suprême et le ministère de la Justice, c'est le législatif et le judiciaire qui sont aux côtés de l'exécutif dans les rangs de Donald Trump. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas de bon augure pour Joe Biden. Enfin, David, on a vu le président Trump licencier de manière assez sévère hier le ministre de la Défense, Mark Esper. Mais un mot justement sur le type de décision que Donald Trump pourrait être encore amené à prendre d'ici le mois de janvier. C'est quoi? Ça va être la grande purge d'un côté? C'est possible, mais tant que Donald Trump ne concède pas, il ne faut pas oublier que pendant cette période de transition, il reste le président des États-Unis. Il a le pouvoir exécutif. Il pourrait faire des attaques ponctuelles, pas un conflit, mais il aurait besoin du Congrès pour ça. Il a également le pouvoir des grâces présidentielles. Il en a déjà 23 à son actif. Il a également été clément
pour ses amis, comme pour Roger Stone. En diminuant sa peine, il pourrait faire bénéficier d'autres proches conseillers comme Paul Manafort, Michael Flynn, son premier conseiller à la sécurité nationale, même Steve Bannon, l'architecte de sa campagne de 2016. À noter que des grâces présidentielles controversées, on en a eu dans le passé. Bill Clinton avait gracié son demi-frère avant de quitter le pouvoir, donc ce n'est pas nouveau. Ce qui serait explosif, par contre, c'est si Trump tentait de s'auto-gracier. Ce serait du jamais vu. Il pourrait subir de nombreux procès en quittant la Maison-Blanche, donc il pourrait être tenté de le faire, sauf que c'est risqué. L'immense majorité ici estime que ce serait inconstitutionnel. Son ultime option, Stéphane, son joker pour éviter toute poursuite judiciaire après son départ de la Maison-Blanche, ce serait de démissionner, laissant la place à Mike Pence, qui deviendrait de facto président et qui alors pourrait totalement le gracier avant que Joe Biden ne prenne le pouvoir. Ça fait longtemps que les scénaristes de House of Cards ont été dépassés parce que l'on vit en ce moment aux États-Unis, parce que House of Cards, d'ailleurs, où Hollywood manque totalement d'inspiration après les 4 années qu'on vient de faire. House of Cards, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui est une série sur Netflix et qui raconte les arcanes du cynisme de la politique américaine. Mais enfin, il y a mort d'homme dans House of Cards, qu'il n'y a pas encore eu ici dans l'ère Trump. On est à nouveau vers vous. On fait la liste de Prévert, des bâtons dans les roues que Donald Trump peut mettre dans les pieds de Joe Biden. Vraiment, il peut lui pourrir les 2 mois qui viennent. Oui, et puis en plus, tant que Trump ne concède pas, la période de transition est inexistante. Ce temps de transition est fait pour transmettre au président entrant les dossiers brûlants, faciliter les accréditations des services secrets pour les futurs conseillers à la Maison-Blanche. Si tout ça est bloqué jusqu'au 20 janvier, tout ce travail essentiel pour un passage fluide des pouvoirs handicapera l'administration Biden dans ses 100 premiers jours au pouvoir. Dans le passé, il y a eu des situations anecdotiques où les perdants ont été mauvais perdants. C'est le cas en l'an 2000, après la défaite d'Al Gore, au moment de la transition après la présidence Clinton. Quand les équipes de George W. Bush sont entrées à la Maison-Blanche, ils ont vu que tous les ordinateurs laissés étaient privés de clavier et de souris. Ça reste d'un niveau école primaire, pas du niveau que promet Donald Trump en sabotant tous les efforts de transition. Le risque d'une transition difficile, c'est que les institutions ne fonctionnent pas rapidement. En 2001, après le 11 septembre, l'enquête indépendante avait montré du doigt la transition tardive comme l'une des causes d'absence de discernement des agences de renseignement. Avec Al Gore à l'époque, oui. En fait, la transition entre Bill Clinton et George W. Bush, les 10 premiers